Je m'appelle Aïssatou. Je le dis calmement, comme on énonce une vérité que l'on a enfin acceptée après des mois de nuit sans sommeil, après des heures passées à repasser les mêmes images jusqu'à ce qu'elles s'effilochent et qu'il ne reste qu'un fil nu, tremblant, qui conduit à l'horreur. Je m'appelle Aïssatou, et mon mari a organisé ma mort pour toucher l'assurance vie. Il y a des phrases qui, prononcées à voix haute, sonnent comme un verre qu'on brise. Au début, je ne savais pas si je devais crier, pleurer, rire. Peut-être que j'attendais qu'une partie de moi se défende. Cette partie qui a appris à survivre toute seule, qui a grandi dans des maisons où les fenêtres restaient ouvertes pour que la colère puisse respirer, et qui refusait de croire que la personne à qui je donnais tout, la présence qui connaissait mes peurs les plus basses, puisse planifier la fin de ma vie comme on organise un dîner. Nous étions mariés depuis 8 ans, 8 années qui ont glissé, d'abord tendres, puis constellées de petites fractures que je n'ai jamais su recoller. Quand on aime, on justifie, on transforme les mensonges en raison, les silences en habitude, les brimades en pédagogie. Je l'ai aimé comme on plante un arbre dans une cour de terre dure, avec l'espoir simple que, si on arrose, il finira par donner de l'ombre. Je l'aimais parce qu'il me regardait parfois comme si j'étais la traduction d'un poème qu'il venait d'entendre pour la première fois. Je l'aimais aussi parce que je craignais la solitude, parce que j'étais fatiguée de lutter contre le monde seul, et qu'en lui, j'avais trouvé un abri qui, progressivement, est devenu une prison. Je raconte tout cela non pas pour chercher des excuses, mais parce que je veux que vous sachiez ce que c'est que d'être lentement trahi par la personne la plus proche. La trahison ne s'annonce pas toujours avec fracas. Souvent, elle s'installe dans les détails. Une carte bancaire utilisée sans que l'on en parle. Des petites omissions dans le récit d'un soir. Des messages effacés avant que l'on ait le temps de poser des questions. On se dit que l'on s'inquiète pour rien. On se dit que l'on est paranoïaque. Et puis un jour, la coupe rose du doute devient une plaie béante. Avant que je comprenne, il y eut des signes. Il y eut les appels discrets en sortant du travail, le visage tendu, cette manière d'éviter mon regard quand il passait la main dans ses cheveux. Il y eut l'argent qui disparaissait. D'abord ici, un peu là, un montant que je mettais sur le compte des erreurs humaines, puis des sommes qui exigeaient en des comptes. Il y eut des promesses de changement, des réconciliations dans des restaurants mal éclairés, des fleurs envoyées à mon travail avec des cartes où il écrivait « Pour toi, pour tout ». Ces fleurs, je les gardais comme des preuves que nos rotations d'affection tenaient encore. Je travaillais dans une librairie. J'aimais les livres parce qu'ils laissaient la place à l'imagination, parce qu'on pouvait s'y perdre sans être jugé. Mon mari, lui, était dans l'immobilier. Son métier avait ce parfum de chiffres et d'ambition qui le galvanisait. Au début, je trouvais séduisant qu'il parle d'investissement, de projets, de plans d'avenir. Mais l'argent, quand il devient un masque, transforme les visages. Il ajoute un grain de dureté aux lèvres, une froideur aux gestes. Il n'y eut pas d'explosion soudaine de violence. Non. Tout fut méticuleusement poli, arrangé, comme une pièce de théâtre écrite pour tromper le public. La première véritable alarme pour moi fut une facture d'assurance vie. Je l'ai vue par hasard, une enveloppe qui traînait sur la console de l'entrée, étiquetée avec notre nom. À l'intérieur, un papier aux lettres régulières, une proposition de mise à jour, une demande de signature. Tout le cœur a fait un saut lorsque j'ai lu. Mon nom était là, destiné à bénéficier d'un capital que je n'aurais jamais imaginé voir un jour. J'ai confronté mon mari. Il a ri. Il a dit que c'était du bon sens, qu'il fallait prévoir, que « pourquoi faire sinon ?» Je l'ai cru parce que j'avais envie d'y croire, parce qu'il avait l'air désolé, serviable même. Qui s'inquiéterait d'une assurance vie? Qui, parmi nous, verrait la mort en train d'être programmée dans des clauses finement ciselées? Je me souviens du jour où tout a commencé à être clair. C'était un samedi de pluie. Le ciel était bas, lourd comme un couvercle. J'avais décidé de ranger les papiers, comme on nettoie un placard pour y voir plus net dans le reste de la maison. Dans une poche d'une vieille veste, j'ai trouvé un reçu. Un reçu pour un voyage. Un aller simple. Une réservation d'hôtel pour une ville que nous n'avions jamais envisagée. Sur le reçu, il y avait un nom qui n'était pas le sien, mais qui était celui d'un complice. Mes doigts ont glissé sur le papier comme s'ils glissaient sur une peau brûlante.
J'ai suivi chaque indice comme on suit une odeur. J'ai attendu, j'ai observé. Il m'a toujours semblé qu'il savait exactement comment répondre à mes soupçons. Avec douceur, avec ce regard qui disait « Je suis humain, je faille parfois ». Mais je sentais aussi qu'il s'affairait à construire un récit dans l'ombre, un scénario où je ne tiendrais aucune place. Les choix qu'il faisait autour de nous, les contrats qu'il signait sans m'en parler, tout participait à un grand arrangement. Il avait mis en place des couches de protection, des témoins choisis, des paiements camouflés, des rendez-vous soigneusement disséminés entre ses obligations. J'ai vu la diligence d'un homme qui savait comment faire pour effacer les traces. Ce que je ne savais pas encore, c'est à quel point il pouvait être méthodique, à quel point le cœur humain peut se figer et contracter une logique terrible. Il y a une cruauté spéciale dans la planification de la disparition d'un être cher. Ce n'est pas seulement un meurtre. C'est une négociation froide, une lecture de contrat, une sélection d'alliés, une manipulation d'émotions. La mort devient un investissement, et l'amour devient un capot où on cache l'instrument. Le jour où ma voiture a été sabotée, je me suis réveillée en sursaut. J'avais d'abord cru à un accident ordinaire, une panne, un coup de malchance. Mais la banale mécanique a révélé l'artifice, un fil sectionné, une fuite volontairement provoquée. À l'hôpital, pendant qu'on me recousait le bras, j'ai souri pour ne pas effrayer les infirmières. Je ne voulais pas qu'elles sachent que j'avais compris. Je ne voulais pas non plus que mon mari voie que je le regardais autrement, avec des yeux qui ajustaient chaque détail, qui enregistraient chaque sourire calculé. Il était là, impassible, en train de jouer la veuve inquiète, la main posée sur la mienne, semblant tellement impliqué que même les médecins le notaient comme un compagnon exemplaire. J'ai appris ce jour-là que la mise en scène parfaite garantit la confiance des témoins. Après la tentative sur la voiture, la maison a commencé à me paraître étrangère, comme si chaque objet s'était mis à murmurer. Les cadres de photos, qui autrefois me donnaient de la chaleur, semblaient témoigner d'un mensonge. Les conversations, les rituels du matin, tout prenait l'allure d'un théâtre où je n'étais plus qu'un rôle à combler. Mais je me suis convaincue de garder le contrôle. J'ai commencé à prendre des notes. J'écrivais tout. Chaque micro-mensonge, chaque rendez-vous mystérieux, chaque somme d'argent déplacée. J'ai acheté un petit carnet et j'y ai inscrit les dates, les heures, les lieux. Tenir un journal m'a donné une forme de respiration. Il y a des moments où, face à la cruauté, on ressent un drôle d'apaisement, celui de savoir. Savoir donne une raison d'agir, mais pour qui? Pourquoi? Mon carnet est devenu ma Bible froide, un recueil d'indices qui m'aidait à reconstruire une vérité que mon cœur refusait d'entendre. Et il y avait aussi la honte d'avoir été à ce point naïve, de m'être laissée berner par des promesses. La honte de devoir maintenant me méfier du geste le plus banal, de l'embrassade qui précède un départ, du baiser volé au coin d'une cuisine. Je me suis demandé souvent, pourquoi? Pourquoi aurait-il voulu ma mort? L'argent est la raison facile, la plus accessible. L'assurance vie. Le capital qui s'amassait comme un butin. Mais il y a des motivations plus profondes, le besoin de contrôle, le plaisir pervers de manipuler une destinée, l'idée qu'un problème personnel se résout le plus proprement possible quand on en élimine l'élément gênant. Il aimait le calme, l'ordre, la prévisibilité. Moi, j'étais tout sauf prévisible. Je riais trop fort, j'aimais mieux les livres que les chiffres, je donnais de l'argent aux voisins sans demander. Peut-être étais-je devenue une anomalie dans son projet de vie soigneusement agencé. Je n'étais pas la seule à porter les stigmates de sa duplicité. Il y avait des rumeurs dans le quartier, des murmures dans le bureau, des regards fuyants de personnes qui, peut-être par peur, peut-être par loyauté, restaient silencieuses. Mais il est difficile de prouver l'intention avant qu'un acte irréversible n'ait lieu. Les assurances sont des industries de papier et de clauses. Tout doit paraître accidentel, tout doit pouvoir se ranger dans la catégorie de l'imprévisible. C'est pourquoi il faut un plan. C'est pourquoi il faut des complicités. C'est pourquoi il faut des fausses pistes. J'ai commencé à tendre des pièges doux.
Pas de confrontation brutale, trop risquée. J'ai laissé des questions ouvertes, j'ai demandé des détails sur des rendez-vous, j'ai feint l'ignorance, et surtout, j'ai joué la gratitude. Je lui ai même demandé d'être impliqué dans la mise à jour de nos papiers. Il a accepté, convaincu qu'aucune femme ne pourrait prévoir ses pas. Il a signé des formulaires avec ce sourire mi-tendre, mi-ferme qui me donnait toujours envie de baisser la garde. Mon appareil photo, caché dans un tiroir, a récolté quelques images floues, des fragments, une clé passée à une main inconnue, des pochettes remises dans une boîte aux lettres, une page d'agenda arrachée. Rien qui fasse une preuve irréfutable, seulement des taches d'encre sur un canevas. Il est étrange ce que devient la vie quand on la regarde comme un enquêteur. Les sons se modulent, le vocabulaire change. On nomme les choses par leur fonction, non plus par l'affection. Le baiser devient un geste calculé, le câlin un montage d'alibi. Les lieux prennent une nouvelle lumière. L'hôpital où l'on m'a soigné, la place où l'on s'est rencontré la première fois, le banc où il m'a demandé en mariage. Ces endroits deviennent des repères d'indices, des points de croix sur lesquels on brode une vérité. Je me souviens aussi d'un détail minuscule mais décisif, le parfum. Il portait un parfum bon marché, qu'il changeait souvent, mais un soir il avait essayé une fragrance plus épicée. Plus tard, j'ai trouvé la même eau de toilette dans un sac qu'il prétendait ne pas connaître. Il m'a dit qu'il l'avait reçue comme cadeau d'un client. Il a inventé autant d'histoires que nécessaire. Les histoires ont une vertu. Elles couvrent les silences. À force d'accumuler, à force de recouper, j'ai pu dresser une image assez nette de son itinéraire. Il avait des jours où il disparaissait, des rendez-vous qui revenaient dans les mêmes périodes, des sommes qui partaient vers des comptes que je ne connaissais pas. J'ai appris à lire les relevés bancaires comme on lit un roman policier. Et, précisément, j'ai découvert des paiements à une entreprise de services privés, qui, en réalité, était une façade. C'est elle qui organisait la logistique des accidents, la préparation des faux suicides, la mise en scène d'un destin. Les gens n'y croient pas jusqu'à ce que ce soit trop tard. Ils croient que ce sont des scénarios de films, et non la réalité méthodique d'un amour devenu transaction. Quand j'ai repris courage, j'ai pris contact avec un avocat discret, une femme, protégée, qui m'a expliqué les mécanismes de protection. On a préparé des mesures, un enregistrement, des témoins, des comptes épargnés. L'avocate, avec une voix ferme, m'a dit « Il vous faut des preuves tangibles. Il faut qu'on puisse démontrer que l'accident n'en est pas un. » C'était comme apprendre une nouvelle langue, la langue de la preuve. Chaque mot comptait. Chaque courrier devait être daté. Chaque appel, noté. Je me suis sentie comme une personne qui doit se réapprendre. Malgré la peur, il y avait une part de fierté. Fierté d'avoir enfin les yeux ouverts. Fierté de faire quelque chose qui, dans le fond, me rendait humaine. Me défendre. Les nuits où je notais, je me sentais vigilante, comme une sentinelle qui n'a plus le droit à l'erreur. Mais il y avait aussi la peur muette qui s'invite dans la poitrine. Cet animal qui vous pousse parfois à fuir et à vous cacher. J'ai gardé cette peur pour moi. Les amis, je les ai choisis avec prudence. Je ne voulais pas que mon écran d'indice soit visible aux mauvaises personnes. Et puis, il y a eu la trahison la plus intime. Il a commencé à parler de ma mort comme d'un futur inévitable. Pas brutement, non. Il glissait des phrases comme « il faut penser à ce qui se passera, au cas où » ou « mieux vaut prévoir tant que l'on est en bonne santé ». Des phrases qui, dites à voix basse, ont l'air de conseils pragmatiques, mais qui, quand on met ensemble les autres pièces, prennent un relief sinistre. Ce sont ces petites phrases qui m'ont donné le froid. Je le regardais et je cherchais le moindre tressaillement, le moindre rictus qui aurait trahi un malin plaisir. Il était maître dans l'art de garder un visage neutre. Il y eut la fois où j'ai surpris une conversation téléphonique. J'étais entrée dans la cuisine pour un verre d'eau et j'avais entendu son rire, ce rire que je connaissais. Mais ce n'était pas pour moi. Il parlait de la mise au point et de la date approximative. J'ai retenu ma respiration, j'ai préparé l'attaque la plus délicate. Je l'ai prié de me raconter tout. C'est une méthode d'inquisition douce. On demande, on observe. Il a répondu calmement,
m'a expliqué que c'était pour un client, un programme de sécurité qu'il gérait, que ce n'était pas ce dont je pensais. Sa voix était ordinaire. Sa mécanique d'illusion avait l'habitude de fonctionner. Les jours s'enchaînaient et les taux se resserraient. J'ai commencé à m'isoler davantage, non par honte, mais par nécessité. Les repas à deux sont devenus rares. Les silences se sont épaissis comme une couverture humide. Je passais des heures à relire mes notes, à écouter ma propre voix qui répétait les mêmes questions. Comment prouver? Comment arrêter cela? À qui le dire? Je voulais que la vérité ait une jambe de bois assez solide pour se tenir devant un juge, devant une assurance, devant la vie. Un soir, il m'a embrassée comme on embrasse quelqu'un qu'on sait condamné. Et ce baiser m'a donné la force et la colère. Je ne voulais pas partir sans lutte. Je ne voulais pas que ma disparition soit cataloguée comme un événement quand même on rallume les bougies. J'ai pris une décision que je n'aurais pas cru possible. Tendre un piège. Avec l'avocate, nous avons monté un stratagème pour le prendre en flagrant délit de complicité. Nous avons organisé un faux rendez-vous, un faux document, un faux témoin. Tout ce cirque prit naissance dans le même espace que ma peur, et étrangement, cela me rendait vivante. Le plan était dangereux. Il l'était de manière mathématique. Il nécessitait une précision d'horloger, une patience de chatte d'appartement. Nous avons préparé des enregistrements, des transferts bancaires piégés, des messages dissimulés. Nous avons joué le rôle de la cible naïve, celle qui se fige avant de se briser. Et il a mordu à l'hameçon. Il a senti le filet. Il a plongé. Il s'est impliqué dans des communications. Il a signé des documents. Il a fait parler ses complices. Par la suite, nous aurions des preuves. Mais ce qui m'intéressait le plus, au fond, c'était de voir la vérité sur son visage, la surprise, peut-être la panique, peut-être le dépit. La nuit où tout a basculé, j'ai entendu ma propre respiration mieux que celle de quiconque. L'appartement était une caisse claire pleine d'échos. J'ai joué la surprise quand la porte s'est ouverte. Les pas étaient calmes, appropriés. Il est venu, la joue rasée, les yeux pleins d'un calme factice. Et pourtant ce calme cachait une nervosité que je connaissais trop bien. La nervosité des gens qui ont organisé l'irrémédiable. Je l'ai regardé et j'ai dit doucement, presque en murmurant, « Je sais ». Ces mots ont suffi à enflammer une tempête silencieuse. Sa mâchoire s'est contractée. Ses doigts se sont crispés sur la tasse de café. Il a cherché la porte de sortie, un récit qui le disculperait. Mais cette fois, le récit était déjà en train d'être tissé contre lui. Les transferts bancaires, les conversations, les enregistrements, les promesses, tout formait un ensemble cohérent, une toile que je tenais entre mes mains. Il y a eu un moment, très court, où j'ai cru que la parole suffirait. Où j'ai pensé que regarder en face et demander des explications pourrait le ramener à quelque chose d'humain. Il a pleuré, oui, des larmes qui semblaient réelles. Il a parlé du poids de la vie, de dettes, de pression, d'un monde qui le broyait. Il a rabâché des expressions usuelles. « Ce n'est pas ce que tu penses. Je voulais protéger notre avenir. » Mais au fond, ces mots étaient des cavités sans oxygène. Je ne l'ai pas confronté avec haine. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de savoir, et parce qu'il faut parfois tenir quelqu'un dans la lumière jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se cacher. Sa réaction, quand je lui ai tendu les preuves, fut un mélange de colère et de déni. Il m'a demandé pourquoi j'avais voulu le piéger. J'ai répondu que je ne voulais pas le piéger, que je voulais seulement exister encore assez pour me défendre. Ce soir-là, il a quitté la maison en claquant la porte, un bruit sec qui a fait trembler les cadres accrochés. Il est parti. On m'a dit après qu'il avait appelé quelqu'un, qu'il avait organisé une retraite, qu'il allait prendre du recul. Et puis, il y a eu le silence. Le silence n'est pas toujours le repos. Parfois, c'est une suspension qui vous pèse sur la poitrine. Pendant les jours qui suivirent, j'ai attendu le prochain acte. J'ai attendu la prochaine pierre jetée dans la vitre de ma vie. J'ai attendu le mouvement qui anéantirait le fragile édifice que j'avais construit pour me protéger. Et maintenant, alors que je vous parle, je sens encore cette peur sourde se mêler à une énergie nouvelle. Je veux que vous ressentiez avec moi cette tension, la joie de la vérité enfin entrevue,
la douleur d'une confiance trahie, la fureur sale et pourtant vitale de reprendre sa vie en main. J'ai appris que la survie n'est pas un état, mais une activité. Elle exige vigilance, stratégie, parfois un peu de durcissement de cœur. Mais elle exige surtout qu'on ne se laisse pas réduire au statut d'objet. Avant de continuer, il faut que je vous demande quelque chose, et pardonnez-moi la rupture de ton qui pourrait ressembler à une faiblesse. Si cette histoire vous touche, si elle vous sert comme elle me sert, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un like pour que d'autres puissent entendre. Partagez si vous pensez qu'il est important que la vérité circule. Ce n'est pas un appel creux. C'est une façon de dire que la voix d'une survivante compte. C'est une manière de tisser de la solidarité face à ceux qui pensent que tout s'achète. Abonnez-vous, aimez, partagez, pas pour moi seul, mais pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore trouvé le courage de parler. Je ne veux pas que vous partiez sur un faux sentiment d'achèvement. Ce que je vous raconte est réel. Il est cruel. Et pourtant, à travers cette douleur, j'ai trouvé une détermination qui me surprend. Je me suis surprise à rire parfois, d'un rire qui n'était pas celui de la victime, mais celui de la femme qui se reconstruit. Reconstruire n'est pas anodin. C'est tirer les pierres d'un mur pour faire une fontaine. C'est changer le sens d'un destin. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai multiplié les précautions. J'ai changé de téléphone, de boîte mail, j'ai parlé à des amis, j'ai demandé la protection de la police. Mais la vraie protection, la plus importante, c'était la preuve tangible que quelqu'un peut être tenu responsable quand il décide d'échanger l'amour contre l'argent. J'ai décidé de transformer chaque indice en témoignage, chaque soupçon en dossier. C'est long. Parfois c'est frustrant. Mais la lenteur est aussi une alliée. Elle vous donne le temps d'assembler, de laisser les pièces s'imbriquer. À présent, quand je passe devant le miroir, je ne me vois plus comme une femme brisée par la trahison. Je me vois comme une femme qui a refusé l'effacement. Et chaque matin, en allumant la lumière, je pense aux personnes qui n'ont pas eu la chance d'être entendues. À elles, je destine ma voix. À vous, je demande de ne pas détourner le regard. Parce que la complicité du silence est un puissant moteur du crime. Il y a des nuits où je repense à notre premier baiser, à la maladresse de ses mains, à nos éclats de rire sur un banc de jardin. Ces souvenirs existent toujours et ils me font parfois sourire. Mais aujourd'hui, ils sont en coexistence avec autre chose. L'image d'un homme qui a choisi de calculer la disparition d'un être aimé comme on calcule un rendement. C'est une dualité qui fait mal, mais qui, paradoxalement, me rend aussi plus solide. Je terminerai cette partie en vous laissant avec une image qui me hante et que j'ai décidé d'enregistrer pour moi comme une médaille. C'est l'image d'un matin clair après une nuit orageuse. Le ciel était lavé et la lumière entrait dans la maison comme un ange patient. J'étais assise à la table, mon carnet ouvert, et je regardais les restes d'une tasse de thé. Les gouttes sur la fenêtre brillaient comme des larmes de verre. Dans ces gouttes, j'ai vu un reflet différent. Pas la femme soumise, mais celle qui avait décidé de ne pas être effacée. Cette image m'a accompagnée comme une promesse. Si vous avez entendu jusqu'ici, merci, restez avec moi. Écoutez attentivement, partagez, abonnez-vous. Parce que ce n'est pas seulement mon histoire, c'est une alerte, une mise en garde. Et surtout, c'est la preuve qu'on peut, lentement mais sûrement, reprendre la main sur sa propre vie. Je n'ai jamais aimé le silence, mais celui qui s'est installé après son départ avait quelque chose de glacial, presque tactique. La maison semblait retenir son souffle, comme si elle craignait que le moindre bruit ne déclenche un nouvel effondrement. Les murs eux-mêmes paraissaient écouter, prêter attention à chacun de mes pas, comme s'ils savaient que, désormais, tout pouvait basculer en un claquement de doigts. Je dormais mal. Je mangeais peu. Je guettais la moindre ombre derrière les rideaux. Et pourtant, au milieu de cette tension étouffante, quelque chose en moi se redressait lentement, comme un ressort qu'on avait trop longtemps compressé. C'était de la peur, oui, mais aussi une forme d'assurance nouvelle. La certitude que ce que j'avais découvert n'était pas un délire, que je n'étais pas folle, que quelqu'un essayait réellement de m'effacer pour toucher de l'argent.
Chaque matin, je vérifiais 2 fois que la porte était bien verrouillée. Je faisais le tour des fenêtres, j'écoutais avant de descendre les escaliers. Le danger avait changé de forme. Il n'était plus devant moi, il n'était plus dissimulé dans le sourire de mon mari. Il était partout ailleurs, invisible, silencieux, en suspens. Un soir, alors que je rentrais de la librairie, j'ai remarqué une voiture garée un peu plus loin que d'habitude. Phares éteints, moteur coupé. Un modèle banal, sans particularité, mais je savais reconnaître la façon dont certains moteurs, même muets, portent une présence. J'ai ralenti. La voiture n'a pas bougé. J'ai contourné le rond-point et prolongé ma route avant de revenir discrètement par une autre rue. La voiture était toujours là. Elle semblait m'attendre. Ou surveiller. J'ai senti un frisson glisser dans ma nuque. Ma respiration s'est raccourcie. Le monde entier s'est rétréci autour de cette silhouette de métal immobile. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. L'avocate m'avait prévenu. Quand un homme se sait découvert, il devient imprévisible. Il peut tenter un dernier coup. Il peut se faire aider. Il peut se cacher derrière des inconnus. C'est ce qui me terrifiait le plus. Les inconnus. Ceux qui n'avaient pas ma peau, pas mon histoire, pas mon visage, mais qui pouvaient décider de la manière dont ma vie finirait. Alors j'ai commencé à marcher avec des détours, à jeter des coups d'œil dans les vitrines pour voir qui me suivait vraiment. Je notais les plaques des voitures que je croisais souvent, les visages, les silhouettes. La paranoïa n'était plus un état, mais une discipline. Un outil. Un soir, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. On doit parler. Je sais ce qu'il prépare. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai relu chaque mot des dizaines de fois. Les lettres tremblaient dans la lumière du salon. Je ne savais pas si c'était une menace, une information, un piège, ou une perche tendue par quelqu'un qui se décidait enfin à parler. J'ai répondu « Qui êtes-vous » Aucune réponse. C'était peut-être une erreur de répondre. Peut-être que, dans ce monde où tout peut être utilisé contre vous, chaque mot écrit devient une arme. Le lendemain, en arrivant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Aucune adresse, aucune signature. À l'intérieur, il y avait une photo. Moi, prise de loin, alors que je sortais du travail. Ma silhouette un peu voûtée, mon sac sur l'épaule, mes clés en main. Une capture banale, mais qui contenait une menace monstrueuse. Quelqu'un m'observait. J'ai senti mes jambes trembler. Je me suis assise par terre, la photo glissant entre mes doigts. Le parquet était froid sous mes genoux. Je n'arrivais plus à respirer. Pas par panique, non, par lucidité. J'avais la preuve que je n'étais plus seulement une cible théorique. J'étais suivie, j'étais surveillée. J'étais déjà dans la ligne de mire. J'ai appelé mon avocate. Ma voix était faible. Ils me prennent en photo, ils me surveillent. Elle a répondu d'un ton qu'elle voulait rassurant. Mais où percer l'inquiétude ? Vous devez changer de routine. Vous devez rester entouré. Et surtout, ne restez jamais seul la nuit. Mais comment rester entouré quand le danger peut être partout ? Quand les voisins eux-mêmes semblent regarder votre appartement un peu trop longtemps ? Quand chaque figure masculine dans la rue vous paraît suspecte ? J'avais l'impression de vivre dans un aquarium fissuré. Un jour, en revenant de la librairie, j'ai trouvé la porte de mon appartement entr'ouverte. Pas brisée, pas forcée. Simplement entrebâillée. Comme si quelqu'un était entré en prenant soin de ne rien abîmer. Comme si le but n'était pas de voler, mais de fouiller, ou de laisser une trace invisible. J'ai senti mes mains devenir moites, mon souffle s'accélérer. J'ai poussé la porte. Lentement. Le salon semblait normal, trop normal. Les coussins bien alignés, la table intacte, rien n'était tombé. Mais en avançant, j'ai remarqué un détail infime. Mon carnet. Celui où j'avais écrit toutes mes notes. Il n'était plus exactement là où je l'avais laissé. À peine déplacé. Comme si on l'avait ouvert. Lu. Refermé. Posé presque au même endroit. J'ai posé ma main dessus. Il était tiède. Quelqu'un était là. Peut-être 1 minute avant moi. Peut-être moins. J'ai senti les larmes monter, mais je ne pouvais pas pleurer. Pas maintenant. Pas tant que je ne savais pas si la personne était toujours dans l'appartement.
J'ai attrapé mon téléphone et je suis ressortie, mon cœur battant à un rythme désordonné. La police est arrivée 30 minutes plus tard. Ils ont inspecté, noté, fouillé, mais ils ont conclu à une absence d'effraction. Selon eux, rien n'indiquait une intrusion. Selon eux, je devais être fatiguée, stressée, confuse. S'ils savaient. J'ai dormi chez une amie ce soir-là. Elle s'appelle Mariama. Une femme douce, protectrice, qui m'a accueillie sans poser trop de questions. Sur son canapé, enroulée dans une couverture qui sentait la lavande, je me suis sentie un instant en sécurité. Juste un instant. Parce que même là, au milieu de la nuit, mon téléphone a vibré. Un nouveau message. « Tu aurais dû rester à la maison. » J'ai senti un frisson violent me traverser. Le message n'avait pas besoin de signature. Il portait la marque du piège. Le lendemain, une décision s'est imposée à moi. Brutale, nette. Si je voulais vivre, je devais prendre le danger de vitesse. Je devais comprendre son plan exact, anticiper ses mouvements, découvrir les noms qui m'échappaient encore et mettre la lumière là où il avait construit des tunnels. J'ai commencé à enquêter seule. Pas comme dans les films, non. Plutôt comme une femme ordinaire qui n'a plus le droit de se tromper. J'ai fouillé de vieux documents que j'avais négligés. J'ai relu une à une nos conversations passées. J'ai parcouru les relevés bancaires que j'avais déjà examinés, mais cette fois avec un œil plus aiguisé, plus dur. Je cherchais des anomalies minuscules, des empreintes invisibles. Et j'en ai trouvé. Il y avait un nom qui revenait. Un nom que je n'avais jamais entendu auparavant. Le même prestataire, la même société écran, la même structure opaque. Un nom associé à plusieurs paiements réguliers. Pas des sommes astronomiques, mais des montants assez significatifs pour nourrir un projet dangereux. J'ai noté ce nom dans mon carnet. Je l'ai entouré. Je l'ai répété mentalement. Ce nom allait être la clé. J'ai cherché toutes les informations possibles sur cette personne. Réseaux sociaux, articles, mentions administratives. Rien. Comme si cette personne n'existait pas vraiment. Ou plutôt, comme si elle était payée pour ne pas exister. J'ai compris alors que mon mari n'agissait pas seul. Il s'appuyait sur des gens qui savaient comment effacer des vies sans laisser de traces. Des professionnels du silence. Un soir, alors que je consultais un document que j'avais déjà lu 10 fois, j'ai remarqué une note écrite de sa main en bas d'une page. Juste une date, sans contexte. Une date très proche, trop proche. Le genre de date qui ne signifie rien pour le commun des mortels, mais qui, pour quelqu'un comme moi désormais, sent la fin. Le sang s'est retiré de mon visage. Il y avait une échéance. Une date choisie. Une date prévue pour ma disparition. Je me suis relevée d'un bond. Ma respiration s'est emballée. J'ai compris que je n'avais plus le luxe d'attendre. Plus le droit de me cacher. Si je restais passive, je mourrais. C'était aussi simple que ça. J'ai rappelé mon avocate. Elle m'a demandé si j'étais seule. J'ai menti. J'ai dit oui alors que je ne savais même plus ce qu'être seule signifiait. Elle m'a dit d'un ton grave. Ce que vous décrivez n'est plus une menace. C'est une opération en cours. Vous devez agir avant lui, immédiatement. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée assise sur le bord du lit, la lumière allumée, mon téléphone dans la main, mon carnet sur les genoux. Je relisais mes notes, encore et encore, cherchant la prochaine fissure, le prochain fil à tirer. Et j'ai trouvé. Pas une preuve, pas un message, mais un souvenir. Un souvenir enfoui, oublié, insignifiant en apparence. Un appel qu'il avait reçu un soir, juste avant de sortir. Il s'était isolé dans la cuisine pour parler, croyant que je ne faisais pas attention. Il avait dit une phrase qui m'était restée, sans que je comprenne pourquoi. On la fera passer pour quelqu'un qui voulait juste partir. Sur le moment, j'avais pensé à un dossier immobilier, à une cliente, à un problème de travail. Mais maintenant, ce souvenir explosait dans ma mémoire comme une bombe qui n'avait pas encore fini de brûler. Mon existence allait devenir un récit fabriqué. Une fiction. Une histoire inventée par quelqu'un d'autre. Et s'il y avait une histoire inventée, cela signifiait une chose terrible.
Il y avait déjà une scène prévue. Un lieu. Un scénario. Des témoins. Une version officielle prête à être diffusée. Ce n'était plus seulement de la manipulation. C'était une mise en scène. Et je devais trouver cette scène avant lui. Je devais comprendre ce qui se préparait. Je devais déjouer ce qui avait déjà été écrit. Je devais survivre à une histoire dont j'étais censé être le cadavre. Et pour ça, il fallait remonter jusqu'à la personne dont le nom revenait dans tous les dossiers. Il fallait trouver celui ou celle qui avait été payé pour faire disparaître ma vie sans faire de bruit. Il fallait rencontrer le fantôme. Il fallait affronter le cœur du plan. Et surtout, il fallait le faire avant la date inscrite sur ce maudit papier. La date où j'étais censé mourir. J'ai senti un frisson violent me traverser. Le message n'avait pas besoin de signature. Il portait la marque du piège. Le lendemain, une décision s'est imposée à moi. Brutale. Nette. Si je voulais vivre, je devais prendre le danger de vitesse. Je devais comprendre son plan exact, anticiper ses mouvements, découvrir les noms qui m'échappaient encore et mettre la lumière là où il avait construit des tunnels. J'ai commencé à enquêter seule. Pas comme dans les films, non, plutôt comme une femme ordinaire qui n'a plus le droit de se tromper. J'ai fouillé de vieux documents que j'avais négligés. J'ai relu une à une nos conversations passées. J'ai parcouru les relevés bancaires que j'avais déjà examinés, mais cette fois avec un œil plus aiguisé, plus dur. Je cherchais des anomalies minuscules, des empreintes invisibles, et j'en ai trouvé. Il y avait un nom qui revenait. Un nom que je n'avais jamais entendu auparavant. Le même prestataire, la même société écran, la même structure opaque. Un nom associé à plusieurs paiements réguliers. Pas des sommes astronomiques, mais des montants assez significatifs pour nourrir un projet dangereux. J'ai noté ce nom dans mon carnet. Je l'ai entouré. Je l'ai répété mentalement. Ce nom allait être la clé. J'ai cherché toutes les informations possibles sur cette personne. Réseaux sociaux, articles, mentions administratives. Rien. Comme si cette personne n'existait pas vraiment. Ou plutôt, comme si elle était payée pour ne pas exister. J'ai compris alors que mon mari n'agissait pas seul. Il s'appuyait sur des gens qui savaient comment effacer des vies sans laisser de traces. Des professionnels du silence. Un soir, alors que je consultais un document que j'avais déjà lu 10 fois, j'ai remarqué une note écrite de sa main en bas d'une page. Juste une date, sans contexte. Une date très proche. Trop proche. Le genre de date qui ne signifie rien pour le commun des mortels, mais qui, pour quelqu'un comme moi désormais, sent la fin. Le sang s'est retiré de mon visage. Il y avait une échéance, une date choisie, une date prévue pour ma disparition. Je me suis relevée d'un bond. Ma respiration s'est emballée. J'ai compris que je n'avais plus le luxe d'attendre, plus le droit de me cacher. Si je restais passive, je mourrais. C'était aussi simple que ça. J'ai rappelé mon avocate. Elle m'a demandé si j'étais seule. J'ai menti. J'ai dit oui alors que je ne savais même plus ce qu'être seule signifiait. Elle m'a dit d'un ton grave. Ce que vous décrivez n'est plus une menace. C'est une opération en cours. Vous devez agir avant lui, immédiatement. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée assise sur le bord du lit, la lumière allumée, mon téléphone dans la main, mon carnet sur les genoux. Je relisais mes notes, encore et encore, cherchant la prochaine fissure, le prochain fil à tirer. Et j'ai trouvé. Pas une preuve, pas un message, mais un souvenir enfoui, oublié, insignifiant en apparence. Un appel qu'il avait reçu un soir, juste avant de sortir. Il s'était isolé dans la cuisine pour parler, croyant que je ne faisais pas attention. Il avait dit une phrase qui m'était restée, sans que je comprenne pourquoi. On la fera passer pour quelqu'un qui voulait juste partir. Sur le moment, j'avais pensé à un dossier immobilier, à une cliente, à un problème de travail. Mais maintenant, ce souvenir explosait dans ma mémoire comme une bombe qui n'avait pas encore fini de brûler. Mon existence allait devenir un récit fabriqué, une fiction, une histoire inventée par quelqu'un d'autre. Et s'il y avait une histoire inventée, cela signifiait une chose terrible. Il y avait déjà une scène prévue.
Un lieu. Un scénario. Des témoins. Une version officielle prête à être diffusée. Ce n'était plus seulement de la manipulation. C'était une mise en scène. Et je devais trouver cette scène avant lui. Je devais comprendre ce qui se préparait. Je devais déjouer ce qui avait déjà été écrit. Je devais survivre à une histoire dont j'étais censé être le cadavre. Et pour ça, il fallait remonter jusqu'à la personne dont le nom revenait dans tous les dossiers. Il fallait trouver celui ou celle qui avait été payé pour faire disparaître ma vie sans faire de bruit. Il fallait rencontrer le fantôme. Il fallait affronter le cœur du plan. Et surtout, il fallait le faire avant la date inscrite sur ce maudit papier. La date où j'étais censé mourir.